l'utilisation des parcours piétons. Voilà Bénédicte. Merci beaucoup Magali, on aura l'occasion d'y revenir et peut-être pendant notre partie de 17h à 18h, aurons-nous donc les résultats de cette commission mixte paritaire. Évidemment, on restera sur ce sujet-là. Pour l'heure, on va partir du côté de Chassiviar, on est dans l'est de l'Ukraine, pas très loin de Bakhmout. Juste le temps pour moi de vous présenter Pierre Ménat qui nous a rejoint. Vous étiez diplomate, vous êtes le bienvenu évidemment, ancien conseiller Europe de Jacques Chirac et d'Alain Juppé. Vous avez écrit l'Union européenne et la guerre, publié chez l'Harmattan. Et avec nous également sur ce plateau, toujours Thomas Friang pour l'Institut Open Diplomatie, le général Bernard Norlin et Rachel Kahn. Des images qu'on espérait ne pas voir un jour, qu'on a sans doute peut-être vues d'ailleurs au début de la guerre. En tout cas, il y a eu un soupçon. Là, ça se passe à Chassiviar. Regardez donc, on n'est pas très loin donc du front de Bakhmout. Vous allez apercevoir des points brillants dans le ciel de Chassiviar. Ces points brillants, ce sont des munitions au phosphore. Ça crée des incendies très importants, des brûlures extrêmement graves. Mais Thomas Friand, ça n'est pas interdit. Alors, ça n'est pas interdit, ça dépend pour qui. Parce que, en fait, ce sont les États qui s'engagent volontairement, s'ils le souhaitent, et souverainement, à renoncer à la production, l'emploi et le stockage de ces armes-là. En l'occurrence, les conventions sur certaines armes interdites, comme on les appelle, datent des années 80. Je crois que c'est le 6e protocole de cette convention qui date de 1988, qui porte sur les armes incendiaires, dont le phosphore blanc fait partie, et dont on voit les images. Il se trouve que la Russie n'a pas ratifié, je crois qu'elle a signé, mais pas ratifié ce protocole, donc elle ne s'est pas interdite de les utiliser. D'ailleurs, il me semble que ça n'est pas la première fois depuis la deuxième invasion de l'Ukraine, comme on l'a appelé, qu'on voit la Russie en employer. Il me semble que pendant la bataille de Mariupol, à la toute fin, il y a eu de l'usage de ce type d'armes. Il y a eu une suspicion et on a retrouvé effectivement des débris. Et ouais, on avait même des images totalement similaires à celles que vous avez montrées, avec, c'est-à-dire ces espèces de projectiles incandescents qui arrivent. En fait, ce sont des projectiles qui s'enflamment au contact de l'air. C'est une arme incendiaire, et à l'époque de la bataille de Mariupol, ça avait été employé à la toute fin de la bataille pour pouvoir asphyxier les soldats qui étaient en sous-sol, parce qu'évidemment, un incendie, ça provoque des brûlures évidemment, mais ça consomme de l'air et de l'oxygène, et ça avait servi à asphyxier les soldats qui étaient dans les galeries pour les obliger à sortir. Je crois que c'est un des éléments qui avait permis à la Russie de déloger le fameux bataillon Azov. Là, on se trouve sur une zone qui n'a aucun rapport avec le site industriel d'Azovstal. On est sur l'arrière de Bakhmout, et on est typiquement dans l'emploi de ce type d'arme incendiaire qui est extrêmement violent pour les civils comme pour les militaires, parce qu'en fait ça produit des grands brûlés et pas des blessés. Pour pouvoir produire un effet de terreur, peut-être parce que justement sur cette bataille de Bakhmout pour laquelle la Russie est engagée depuis presque 8 mois maintenant, il n'y a pas de conclusion pour l'instant. La tenaille ne s'est pas refermée, la ville n'est pas prise, elle n'est pas dépassée, elle est pilonnée, vidée, détruite, mais sur le plan purement tactique, le diagnostic d'une victoire ne peut pas être encore poussé. Alors c'est peut-être pour ça que la Russie dépasse les bornes, parce que même si elle ne se l'est pas interdite, employer ce genre d'armes dans les enceintes diplomatiques, ça fait un très mauvais genre. Je voudrais préciser que cette fameuse CCAC dont vous parliez, là, cette commission de certaines armes, autorisait l'usage de ces munitions au phosphore sur des objectifs militaires et pas sur des objectifs civils. Mais pourquoi? Parce qu'ils disent ce ne sont pas des armes dont le premier effet est d'être une arme incendiaire, c'est une arme obscurcissante qui fait des épais nuages. Et donc, comme elle est employée pour faire des épais nuages, cette commission a estimé qu'elle n'était pas, il ne fallait pas l'interdire. Et voilà. Enfin, c'est un peu technique, mais ça permet de mieux comprendre. Vous l'avez déjà vu en théâtre d'opération, vous Non, j'ai jamais utilisé d'armes au phosphore, et non, je n'en ai pas vu. Mais on sait, et puis on sait notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale et sans doute même avant, quels sont les effets de ces armes au phosphore qui sont effectivement terrifiantes. Et à Tokyo, pour les bombardements de Tokyo, pour le bombardement de Dresde, ces armes ont été utilisées de façon massive. Et puis en Irak, en Syrie, et ainsi de suite. Et puis plus récemment. En Tchétchénie. Non, je pense qu'une des questions que ça pose, c'est le droit international humanitaire. C'est-à-dire que ce droit international, une fois de plus, est bafoué par la Russie, qui, d'une certaine façon, est en train de dynamiter tout le droit international, et notamment le droit international humanitaire. Donc ça pose des questions très graves. Et voilà. Alors que
je ne sais pas si vous savez, mais que récemment, le Handicap International a réussi à faire aboutir un traité sur l'interdiction de l'utilisation d'armes détonantes dans les zones urbaines. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une zone urbaine, mais on voit bien ce qui se passe en ce moment avec la Russie, c'est que... Oui, de toute façon, voilà, exactement. L'objectif, c'est de détruire les villes. Hein, donc, alors vous, c'est votre thématique, si j'ose dire. Non, mais effectivement, sur le droit international et le droit international humanitaire et les conventions de Genève et la protection des civils en temps de guerre, et effectivement, depuis un an, on voit très bien que la Russie, en fait, mène une guerre, oui, contre l'histoire, mais aussi contre nos droits fondamentaux. Voilà. Et que là, ce type d'armes, en plus, il y a quand même un flou juridique. Vous évoquez que c'est très technique, mais il y a plusieurs flous juridiques avec effectivement des protocoles qui ont été plus ou moins signés par certains. Ceci dit, l'Ukraine et la Russie ont signé le protocole numéro 3 qui interdit de balancer ces armes sur les civils directement, mais comme il y a une proximité finalement des combats avec les populations civiles. Et alors je ne veux pas faire une fixation, mais il y a aussi cette question de l'environnement, c'est-à-dire que là, il y a les fumées, il y a les incendies, et que de toute façon ça détruit l'ensemble de la biodiversité, que ça se propage dans l'atmosphère et que de toute façon par ricochet ça entache notre air. Bien sûr, et ces armes, elles ont été aussi utilisées par les Américains. Hein, la guerre en Irak, ils balançaient, comme disait tout à l'heure Thomas, mais il y a eu effectivement des munitions phosphore qui ont été envoyées. Ça n'a jamais été établi, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de rapports dans ce sens. Si je peux me permettre de revenir sur l'aspect juridique, vous l'avez dit, ce ne sont pas des armes chimiques. Donc, mais paradoxalement, pour les armes chimiques, il y a beaucoup plus de contrôle. Il y a une organisation qui est spécialement l'OIAC, donc à La Haye, qui est chargée précisément du contrôle du désarmement chimique. Là, il y a des contrôles, des inspections. Là, pour ces protocoles, pour la CCAC, donc convention sur certaines armes classiques, c'est ça que ça veut dire. Donc là, il y a pratiquement pas de contrôle puisque ce sont des déclarations sur une base déclaratoire. Donc effectivement la limite concernant les civils est invérifiable. Donc c'est un des problèmes, mais ça s'est présenté au Irak, vous avez raison, en Irak également. Alors, une petite nuance diplomatique, parce que là on parlait que du droit. Je rappelle que la première fois que la Russie a utilisé ça à Mariupol, dans l'usine d'Azovstal, ça a provoqué la démission du conseiller de l'ambassade de Russie à Genève auprès de la conférence du désarmement. C'est-à-dire qu'il y a un diplomate russe des plus chevronnés. La conférence du désarmement à Genève, c'est pas de la rigolade dans la diplomatie russe, qui avait démissionné en disant moi je cautionne pas une diplomatie qui emploie ce type d'armement. En l'occurrence, c'est pas la diplomatie. À Azovstal, il y avait aussi des civils qui étaient retranchés. Juste une chose pour rebondir justement sur ce que vous disiez tout à l'heure, Thomas, au sujet de la stratégie russe, en se disant peut-être il y a Bakhmout, on n'y arrive pas, et donc peut-être on va enjamber Bakhmout pour aller un petit peu plus loin. J'ai l'impression que c'est à peu près ce que vous avez constaté, Claire Cambier. Vous êtes là dans les environs de Kramatorsk, mais vous avez souvent tourné du côté de Chassiviar. Vous y étiez il y a quelques jours encore. Manifestement, les Russes, ils ambitionnent d'entrer dans la ville. Oui, la situation à Chassiviar, elle est tendue depuis quelques temps maintenant. Cette petite ville, 10 000 habitants avant la guerre, se situe à seulement 15 km à l'ouest de Bakhmout. Quand on y était, on entendait constamment des tirs d'artillerie. Il faut savoir qu'il y a des positions ukrainiennes défensives vraiment juste à côté. Chassiviar, c'est aussi la base arrière du front de Bakhmout. On y croise donc énormément de soldats, énormément de tanks qui se dirigent vers le front. C'est là, par exemple, que les engins militaires font le plein, que les blessés sont amenés en blindés et sont ensuite transférés dans des ambulances. Et puis vous le savez, les Russes tentent d'encercler Bakhmout, de prendre la route, l'axe routier qui va en direction de Konstantinivka. Cette route, elle longe justement Chassiviar. Il semble que ce soit ces abords qui étaient visés par les munitions au phosphore. Quand on y était justement à proximité de cette route, on entendait des tirs d'armes automatiques, des tirs de Kalachnikov, signe vraiment que les combats sont tout proche. Vous imaginez donc bien, la ville est déserte, il ne reste presque plus aucun habitant, beaucoup de personnes âgées qui survivent grâce à de l'aide alimentaire. Le maire a fait évacuer toutes les familles. Claire Cambier avec Vincent Wartner depuis Dnipro et non pas Kramatorsk, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Alors justement, les Russes ont-ils les moyens de continuer cette guerre? Juste après la pub, on va aller dans une usine de production d'armes, de missiles plus exactement, en Russie, où le ministre Shoigu est allé mettre une bonne petite pression aux ingénieurs sur place. Et vous verrez qu'on essaye par tous les moyens de récupérer donc des armes, des munitions, de l'argent et puis des hommes. C'est Nilin Potros qui viendra nous raconter. Il y a une rumeur
rumeur très insistante, et on va vous la présenter comme une rumeur, selon laquelle les Russes seraient prêts à proposer des dizaines de milliers de contrats de militaires pour entrer dans l'armée. À tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Votre programme avec Télépresta, expert de l'accueil téléphonique sur mesure 100% français. Télépresta.fr. En ce moment, le Skoda Kamiq est à partir de 129 € par mois seulement. Trouvez le vôtre sur skoda.fr ou en concession. Waouh, la classe! Il y a combien de chambres? Viens, on va regarder. Oui, on va passer tout le week-end ici. Quand vous séjournez dans une maison de vacances à Britel, moi qui tape le code. Il n'y a que vous. C'est exactement comme sur les photos. Parce que des vacances sans intimité, ce ne sont pas vraiment des vacances. N'est-ce pas? Dites, ça vous dirait de devenir propriétaire? Le salon de l'immobilier neuf a lieu cette année les 17, 18 et 19 mars. L'entrée est gratuite. Solo pomodoro, solo mutti. Merci docteur. Alors à quel tour? Bonjour. Qu'est-ce qu'on... Docteur, appelez le 112. Chez Groupama, nous lançons un programme pour former gratuitement 1 million de Français aux gestes qui sauvent, grâce à nos élus bénévoles et nos collaborateurs. Encore. Le petit Marseillais réinvente ses gels douche. Une formule encore plus naturelle, un flacon encore plus transparent pour toujours autant de plaisir. Le petit Marseillais, restons nature. Je sais pas où on va. Wow. Franchement, je sais pas où on va là. Non, on est pris en hiver. Là, je sais pas où on va. En fait, le truc, c'est que je sais pas où on va. Faites demi-tour. Ah bah là, je sais pas où on va. Hein. Demi-tour. Au moins, on sait où va notre épargne. Permettre à votre épargne de participer à l'économie de votre région. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Parier, c'est se donner rendez-vous à 18h pour un match à 21h. C'est débattre sur un match où personne ne tombera d'accord. Et finalement, valider son pari quelques minutes avant le coup d'envoi. Et si parier, c'était plus que perdre ou gagner? Parions sport, nous sommes les parieurs. Dites non à jeter par habitude. Dites oui à donner une seconde vie. Une goutte peut faire toute la différence. Dites oui à Loctite Superglue 3. À première vue, les grains de Combusta et de Mundo Novo sont comme les autres. Pourtant, ils sont précieux pour l'avenir. Carte Noire les a assemblés, car favoriser ces variétés contribue à préserver la culture café et offre un goût unique, alliance de puissance et de douceur. Secret de nature de Carte Noire. Fortunéo, c'est que je suis à la recherche de performance. Désignez banque la moins chère 2023. Fortunéo, j'aime ma banque. Alors, par ici le salon, l'écran 4K 1000 € encore sous garantie. Et là, la petite réserve d'argent liquide. Bah non. Oméris, le bon rapport sécurité-prix, vous êtes entre les meilleures mains. Oméris, matériel inclus, sans frais d'installation. Hé, Reflex! Oh, Reflex! Avec l'offre Reflex, étalez là le paiement de votre téléphone 5G sans aucun frais. C'est encore la même offre que Free, ça? Ouais. Oui, un jour peut-être, Rif fera mieux que Free. En attendant, avec Freeflex, étalez facilement le paiement de votre téléphone 5G. Merci Free. Et si vous étiez à l'origine de leur sourire? Donnez du sens à votre métier. Entreprenez dans le secteur de l'emploi avec Temporis. Créez votre agence avec le premier réseau national de travail temporaire et de recrutement en franchise.
Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais. Mais comme ça, je suis prêt. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances. Avec Fram, cap sur les Caraïbes pour découvrir les îles Grenadines en catamaran. Divalto Wivi. Le CRM, en lien permanent avec le terrain. Pour agir vite et bien. Connecté à votre système d'information. Pour des données fiables et instantanées. Votre compagnon du quotidien. Divalto Wivi, le CRM qu'on aime. Vous avez adoré le petit-déj qu'il vous a préparé? Vous aimez déjà Lidl. Retrouvez la baguette croustille au blé 100% français, cuite sur place à 95 centimes. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Le Petit Marseillais réinvente ses gels douche. Une formule encore plus naturelle, un flacon encore plus transparent pour toujours autant de plaisir. Le Petit Marseillais. Restons matures. Ah non, 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 non. Mais enfin, c'est pas possible ça. Oh, je vais le faire porter à votre voiture. Merci, c'est gentil. C'est normal. Il faut être proche de ses clients pour les comprendre aussi bien. Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul. Si vous ne donnez pas à votre petit chien les mêmes jouets qu'à un grand chien, pourquoi lui donner la même nourriture? Choisissez Ultima Petit, la recette adaptée aux chiens de moins de 10 kilos. Ultima, partageons une vie meilleure. Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Votre programme avec Télépresta, expert de l'accueil téléphonique sur mesure 100% français. Télépresta.fr. Retour sur le plateau de cette émission. On a voulu se poser une question. Les Russes auront-ils les moyens de continuer la guerre longtemps? Si on se pose la question, c'est parce qu'on sait que les revenus du pays chutent drastiquement, notamment les revenus du pétrole. Le pays prend aussi des mesures très concrètes pour accélérer la production d'armes et élargir le contingent d'hommes appelés à combattre. Concernant les armes, on va commencer avec ça. Le ministre Shoigu, ministre de la Défense, a visité une usine de missiles qui fabrique notamment les fameux missiles Kinjal dont on avait souvent parlé. Écoutez ce qu'il dit aux ingénieurs présents sur place. La mission principale est d'améliorer l'efficacité de production, réduire les coûts, surtout de la force de travail et de ce fait, je le répète, de doubler la production. On en a tellement besoin. Nous espérons que les obligations que vous avez prises pour 2023 et 2024 seront honorées. Et nous aurons, en plus de ce que nous avons déjà, de nouveaux produits que ni notre ennemi du jour, ni les forces armées d'autres pays ne possèdent. Alors c'est ce qu'on appelle mettre une gentille pression. En général, les nouveaux produits dont il parle, qu'il possède mais que les autres pays ne possèdent pas, ça peut être quoi? Il parle des missiles hypervéloces. Oui, c'est ça. C'est-à-dire des missiles qui vont au-delà de Mach 5 par exemple, et donc qui sont d'une technologie que, effectivement, pour l'instant, ni les Américains ni les pays occidentaux ne disposent pas de cette technologie vraiment. Bon, alors tout le monde est en train de préparer des missiles hypervéloces. C'est notamment le Kinjal, le fameux Kinjal, c'est ça? Le fameux Kinjal. Le Kinjal est tiré à partir du MiG-31. J'ai volé moi sur le MiG-31, mais il n'y avait pas de Kinjal dessus. Et donc, il tire à partir du Kinjal, et donc il est à, je crois, entre Mach 5 et Mach 10, je ne me rappelle plus exactement. Et donc, c'est un missile hypervéloce. Donc, ça veut dire qu'on n'arrive pas à le détecter suffisamment tôt pour l'intercepter. C'est tout simple. Ouais. Ça pose énormément de... Toute la technologie des missiles hypervéloces pose énormément de questions, dans la mesure où la capacité de la défense aérienne de riposte est extrêmement réduite. D'autant plus que ce sont des missiles qui sont non seulement hyper rapides, mais qui ont la capacité d'évoluer. Donc on ne peut pas, contrairement aux autres missiles balistiques classiques, prévoir leur trajectoire. Donc voilà, il y a un double handicap pour la défense antiaérienne. Et quand on pense que le Kinjal peut être équipé d'une tête nucléaire, on voit bien la difficulté. Ça veut dire que si vous avez un lancement
d'un Kinjal nucléaire. D'abord, au départ, vous ne savez pas si c'est une arme peut-être conventionnelle, vous ne savez pas si c'est une conventionnelle ou nucléaire, donc vous êtes dans l'indécision, et ensuite vous avez quelques minutes pour décider de savoir ce que vous allez faire. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est des technologies qui sont très, très, très importantes. On en avait parlé la semaine dernière. Très importantes. La semaine dernière, quand il y a eu souvenez-vous, cette pluie de missiles sur tout le territoire ukrainien, ils avaient tiré 6 Kinjal, on en avait parlé, alors très peu parce qu'ils en ont très peu, ça coûte $1,5 million l'unité, donc de fait. Ça veut dire, si on comprend là les images qu'on vient de voir de Sergueï Shoïgu, qu'il voudrait accélérer en fait la production de Kinjal parce qu'effectivement la défense antiaérienne ukrainienne n'avait pas réussi à les intercepter. Oui, effectivement. Donc les derniers, en février, je crois, la défense ukrainienne parvenait à intercepter environ 70-80% des missiles. Là, c'était 40% la semaine dernière. Pas seulement à cause des Kinjal, parce que les Kinjal sont des unités, mais cela montre aussi la nature de l'effort d'armement de la Russie. Et quand on regarde les budgets militaires, en fait, la Russie n'a pas un budget énorme, enfin, du moins selon les sources dont on dispose. C'est environ 65 milliards de dollars par an, donc ce qui est finalement pas tellement plus que la France, un petit peu plus. Donc ça veut dire, parce qu'en revanche, ils sont considérés comme la deuxième armée du monde, ce qui veut dire qu'ils ont des stocks, mais ils ont des stocks de matériel ancien. Et donc leur effort aujourd'hui de réapprovisionnement, enfin le fait qu'ils soient en économie de guerre, est un énorme effort pour eux. Alors quand on gratte un peu, on trouve quelques infos supplémentaires. Donc on voit bien qu'on met une petite pression aux industriels. Il va y avoir une formation gratuite pour les chômeurs russes, ceux qui ne sont pas partis sur le front de fait, pour pouvoir aller travailler ensuite dans l'industrie de la défense et uniquement dans l'industrie de la défense. Les citoyens à la recherche d'un emploi pourront suivre une formation professionnelle ou recevoir une formation professionnelle complémentaire pour un emploi ultérieur dans les entreprises du complexe militaro-industriel. Ça, c'est un communiqué qui a été diffusé par le gouvernement russe sur son site internet. Et puis par ailleurs, elle a dit aussi, la Russie, qu'elle était d'accord pour faciliter la délivrance de permis de séjour pour des informaticiens étrangers qui souhaiteraient venir travailler en Russie pour pouvoir lutter contre la pénurie de ces employés hautement qualifiés. Je vais vous lire, donc ça c'est une responsable du ministère de l'Intérieur russe qui s'appelle Irina Volk qui le dit dans une vidéo, qui dit « Un informaticien étranger travaillant dans une société informatique accréditée ainsi que les membres de sa famille, merci madame, ont le droit d'obtenir un permis de séjour dans la Fédération de Russie de manière simplifiée. » Ces générations, Thomas, d'ingénieurs jeunes qui sont partis pour éviter d'aller au front ou qui sont allés au front, de fait, finalement, il ne l'avait pas tellement anticipé, Vladimir Poutine, et là, il cherche de la matière grise, quoi. Il cherche, il a raison, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Ménal, la guerre suppose une économie de guerre. La pression de Shoïgu, il n'est pas seulement ministre des armées, il est aussi ministre de tout ce qui fait que les armées peuvent fonctionner, donc toute la base industrielle et technologique de défense, donc les capacités de production industrielle et les compétences nécessaires pour pouvoir produire. Quand on a cet appel à recrutement international pour des personnes très hautement qualifiées, c'est un peu la continuité de ces appels limite aux mercenaires à travers tous les pays, notamment en Afrique, où le ministère des Armées russe, par son réseau d'ambassades et proxy, faisait savoir qu'ils étaient prêts à engager une sorte de légion étrangère. Pour pouvoir avoir de la chair à canon qui serait payée beaucoup plus cher que le moindre emploi dans son propre pays. Donc on est vraiment dans cette continuité, mais pour nous Européens, ça doit nous donner une leçon très claire. À l'heure où on entend le principal opposant républicain aux États-Unis dire nous on coupera le soutien à l'Ukraine, il faut que nous on se prépare à être autonome face à la situation et à avoir une économie de guerre européenne. Et je pense qu'on a balayé beaucoup trop vite tous ces débats sur est-ce qu'il faut un grand emprunt européen à nouveau, comme dans le Covid, pour pouvoir renforcer nos capacités de défense à l'échelle européenne. Pourquoi pas avoir un emprunt commun qui serve à financer la production industrielle de programmes d'armement en commun et avoir une base industrielle et technologique de défense à l'échelle européenne. Ça ne serait pas faire déshonneur aux Américains que d'avoir un pilier de l'OTAN en Europe qui soit solide. Et au contraire, les Américains, y compris les Américains quand ils étaient dirigés par les Républicains, ont appelé ça de leur vœu. Il est grand temps qu'on s'en saisisse, ça prend du temps à mettre en œuvre, et plus on tarde, plus on sera exposé en 2024 à des ruptures stratégiques côté américaine, parce que pour l'instant, c'est plutôt les Américains qui font le soutien en termes d'armement.
finalement, Rachel, Vladimir Poutine aura réussi à ressusciter l'Union européenne, l'OTAN, et finalement, il faudrait en profiter pour mettre aussi sur pied cette fameuse défense européenne. Le meilleur agent de nos intérêts européens, mais vous le savez, puisque vous avez écrit un ouvrage spécifiquement par rapport à ça. Mais moi ce qui me perturbe, en fait, c'est d'un côté, c'est ce monde russe, avec d'un côté l'archaïsme de la guerre, où on voit ces militaires, on a parlé successivement de la chair à canon, et justement qui revendiquent de ne pas être de la viande sur le terrain, etc. De l'autre côté, cette attractivité maintenant de l'emploi de guerre et de l'industrie de guerre, et puis de l'autre côté, la technologie de pointe qui est mise en avant sur la scène internationale. C'est comme si on avait trois mondes complètement différents, mais c'est vrai que cette hyper-technologie, et là, la Russie qui veut se montrer avec ses missiles spécifiques comme puissante, innovante, invincible, puisque finalement les États-Unis et l'Europe est à la traîne. Oui, c'est vrai. Non, vous avez parfaitement raison, parce que ça illustre parfaitement ce que vous venez de dire, le débat autour de l'hypertechnologie. C'est-à-dire que maintenant, vous savez que les nouvelles technologies, qu'on appelle les technologies émergentes, il y a un développement extrêmement rapide. Donc il y a une fascination, bien sûr, pour tous ces armements. Mais le problème, c'est d'une part le coût. Comme vous l'avez dit, fort justement, le Kinjal, c'est plus d'1,5 million de dollars. Donc vous ne pouvez pas utiliser un Kinjal pour aller détruire un véhicule au coin de la route, au bord de la route. Donc ça nécessite de justifier, ça nécessite des composants électroniques. Voilà, donc beaucoup de technologies. Et le débat qu'il y a en ce moment, qui est vieux comme les armées, c'est le débat, l'équilibre entre le rustique, c'est-à-dire la masse, et l'hypertechnologie, c'est-à-dire la rareté et le coût. C'est-à-dire que la guerre au sol, on n'imaginait plus trop ça sur notre continent. Alors, autre chose, Vladimir Poutine